Bonjour à tous et merci pour celles et ceux qui se sont déplacés ainsi que pour les personnes qui nous suivent par Facebook Live, notamment certaines personnes de la presse qui, vu le contexte particulier du Covid et autres, n'ont pu se déplacer mais nous ont demandé les enregistrements. D'où la raison de ce Facebook Live, mais aussi pour informer chacun et chacune des Sétoises et des Sétois qui nous ont fait confiance et chaque Sétois aussi de la situation actuelle et du bilan des 6 mois de mandat qui se sont produits depuis les dernières élections municipales qui étaient au mois de juin dernier. Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour nos commerçants, nos cafetiers, restaurateurs, mais aussi les personnes de la culture qui sont pleinement touchées par cette crise du Covid et en espérant que les mesures qui ont été prises ainsi que le retour à la normale se fera le plus rapidement possible et définitivement. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de politique nationale, mais bien pour parler du local, de la ville de Sète, de notre ville. Donc pour moi, depuis 6 mois aujourd'hui, je me trouve dans l'opposition. Donc il était temps de faire un point, de rendre compte aux Sétoises et aux Sétois de nos actions, de nos remarques et de quel avenir nous pouvons voir. Tout d'abord, nombre d'entre vous le savent, j'étais auparavant dans la majorité, jusqu'à il y a à peu près 15 mois. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je me sens bien mieux. Et je suis très heureux d'être dans ma position et dans ma situation d'homme libre. Libre d'attache des partis, libre aussi de penser, de dire ce que je vois et ce que je perçois pour cette. Malheureusement, je dois vous dire aussi que les problématiques que je soulignais lorsque j'étais dans l'équipe municipale se sont produites. Ces mêmes problématiques que je soulignais qui m'ont poussé à prendre mon indépendance parce que je voyais que le quotidien des Sétois n'était pas traité et que les problèmes qui subsistent étaient malheureusement sous-estimés, sous-traités et pris un peu à la légère, il faut le dire. Donc je vais vous faire un point sur plusieurs aspects de ce qui s'est déroulé sur la ville, vous dire ce qui s'est passé exactement et vous donner aussi les leviers d'action que je préconise et que je défends au conseil municipal, sauf hier soir où je n'ai pas pu m'y rendre malheureusement puisque mon épouse ayant été hospitalisée. Aujourd'hui, je dois prendre soin d'elle durant sa rééducation et avec 2 enfants, elle ne peut pas gérer ce qu'elle m'a laissé gérer pendant des années et je l'en remercie aussi. Alors tout d'abord, dans l'actualité de ces 6 mois, j'ai même envie de vous dire de ces 9 mois, il y a malheureusement ce qui se passe dans un de nos quartiers. Dans un quartier de la ville où il y a presque le plus d'habitants, qui est le quartier de l'île de Thou. En avril 2020, en plein confinement, on déplorait l'assassinat sauvage du jeune Ayoub en plein confinement et en plein couvre-feu. Ce qui est quand même bizarre puisqu'on aurait dû avoir les forces de police qui empêchent les déplacements sur la ville. Et en tout cas, ce genre d'événement n'aurait pas dû avoir à se produire. Alors, c'est un assassinat qui a eu lieu au cours d'un règlement de compte qui est généré par une lutte des trafiquants pour prendre le monopole du trafic de drogue dans la ville. Puis, comme si ça n'avait pas suffi dans ces enseignements, octobre, novembre, décembre, ont vu des scènes dans la ville dignes de Netflix. Alors je sais bien qu'on dit que Sète est une ville de cinéma, mais moi je préfère voir le cinéma à la télé plutôt que quand il se déroule au pied de nos immeubles. Imaginez quand même un peu. 3 fusillades à l'île de Thou, en plein jour, devant le centre commercial, autour des écoles, une course-poursuite jusqu'au centre-ville, avec une dame âgée, et j'en profite pour saluer sa famille, qui est décédée, parce qu'apparemment elle est tombée dans les escaliers de peur de voir ce qu'il se passait. Ce n'est pas Sète. Ce n'est pas le Sète que nous avons connu, ce n'est pas le Sète que nous aimons. Pourtant, on peut dire que les réactions ont été très très légères. On nous propose de repeindre les murs. L'équipe en place nous parle de la construction d'un pont, d'un centre commercial ou de permanence d'élus à l'île de Thou pour recevoir des personnes. Je vais vous dire, c'est
malheureusement un pansement sur une jambe de bois. Et c'est encore une fois la preuve que nous avons des élus qui planent ou qui mentent au sétoir. J'ai écouté attentivement Blandine Autier. Blandine Autier nous explique qu'elle, en tant que présidente de la commission d'attribution des HLM, et première adjointe, elle a des personnes qui lui demandent d'aller vivre à l'île de Thau. Pour l'instant, toutes les personnes que nous avons rencontrées veulent le quitter. Et les demandes de mutation en attestent. J'ai été président de la commission d'attribution des HLM. Moi, les gens, quand je leur proposais un logement à l'île de Thau, ils me disaient non, on ne veut pas l'île de Thau. Quand c'était même pas, lorsqu'ils rentraient dans mon bureau, ils me disaient on veut un logement social, mais pas l'île de Thau. Mon fils est dans l'école Jean Moulin. Et il a des amis qui habitent l'île de Thau. Le lundi, il parle de quoi? Il parle de fusillade. Mon fils m'en parle à table, en me disant papa, tu ne peux pas faire quelque chose. Je dis mon fils, je le souligne, mais après, je n'ai pas les pouvoirs d'agir. Mais, là aussi, M. Mertz vous a expliqué hier soir au conseil municipal, puisque je l'ai suivi quand même par le live, que c'est un quartier dans lequel il fait bon vivre. Et moi, je pense que M. Mertz, il devrait sortir de sa maison, cossue, bourgeoise, et aller vivre. Il y verrait peut-être le pain qui s'y mange. C'est grave de dire ça quand on voit ce qui se passe dans ce quartier. Très grave. Il faut aussi aborder le problème des jeunes de l'île de Thau. Les jeunes de l'île de Thau ont manifesté parce que, avec un taux de pauvreté qui est aussi entre 50 et 60%, ces gens-là n'ont pas d'emploi. Donc il leur reste l'issue d'aller vendre de la drogue, ou sinon de vendre leur voix pour être embauchés à la mairie. Parce qu'il faut quand même dénoncer un certain clientélisme qu'il y a eu pendant les élections et qui continue, voire du communautarisme. Et là, on ne leur propose encore rien. Lors de la campagne municipale, je levais un projet qui était très clair là-dessus. Des clauses attributives de marché public avec une préférence pour les gens du quartier, un commissariat de proximité à l'île de Thau, une rénovation des caméras de vidéosurveillance, transformer ce centre commercial en un lieu de vie, un véritable lieu de vie accessible pour tous, et notamment pour les habitants de l'île de Thau, et le désenclaver avec une salle de sport dans laquelle la police municipale, la police nationale pouvaient s'y mettre, et s'entraîner au contact des jeunes, et avoir des actions aussi au niveau de toutes les communautés pour pouvoir les lier. Regardez, l'île de Thau est encore une fois abandonnée, qu'est-ce qui s'y passera pour Noël? Absolument rien. Alors, à l'île de Thau, il n'y a pas de Noël? L'île de Thau, ce n'est pas cette? Je vous avoue que j'ai un peu de mal. Alors, face à cela, j'ai été le premier à demander le classement de l'île de Thau en ZSP. ZSP, c'est la zone de sécurité prioritaire. C'est ce qui a été mis en place sur la Devèze, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des bandes de Béziers qui viennent s'affronter sur le territoire, et que les bandes du Mirail, de Toulouse, viennent aussi s'affronter. Parce que lorsque vous avez des classements en zone comme ça autour, dans ces quartiers-là, ça se passe bien. Donc, ils viennent là où le travail est plus facile. Imaginez même quand même que ce qu'on appelle les choufs, c'est-à-dire les gens qui surveillent pour le trafic de drogue, se mettent sur le toit du centre culturel de l'île de Thau, assis sur un fauteuil comme de leur tirer. Donc cette ZSP, je suis ravi parce que Madame Kalueba y a souscrit. Et je la voyais aussi se féliciter de voir arriver le RAID avec 20 personnes. C'est grosso modo ce qu'on trouve pour une ZSP, un effectif de 15 à 20 personnes de plus. Donc c'est très bien. Mais alors finalement, pourquoi le maire ne pousse pas dans ce sens-là? Parce que lui aussi s'en félicitait, il se tirait même la bourre avec M. Euzé pour savoir qui avait appelé Gérald Darmanin. Qui a appelé Gérald Darmanin? Moi je lui ai écrit à Gérald Darmanin. J'ai écrit au préfet, j'ai écrit au maire. Et le maire n'a pas répondu, d'ailleurs, sur une demande aussi importante que celle-là. Madame Kalueba, j'ai envie de vous dire, je n'arrive pas trop à comprendre sa position. Parce que, avec M. Comène, elle est co-responsable de la situation. Quand on est vice-président du département, on gère 40% du parc social de l'île de Thau. Alors, le samedi, elle manifeste contre les policiers à Perpignan. Le lendemain, elle adhère à mon proposition. J'ai envie de vous dire, cette dame, c'est United Color of Benetton. Vous savez, des pulls de toutes les couleurs. Un jour, elle est verte, un autre jour, elle est rouge, et un jour, elle passe au bleu marine des uniformes. Bon,
De toute manière, j'ai envie de vous dire, Komen Kalueba, c'est la règle des 2C aussi, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, clientélisme, communautarisme. Sur les finances, au mois de septembre, j'alertais dans la tribune de 7.fr en disant que le maire n'avait que deux options. Baisse de la population, augmentation de la pauvreté. Ça veut dire que soit il veut avoir plus d'habitants et donc bétonner la ville, soit augmenter les impôts. Malheureusement, le conseil municipal d'hier a prouvé que nous y sommes aussi avec une augmentation de la taxe d'habitation pour les logements meublés. Encore une fois, on mène une politique qui vise à tailler dans le porte-monnaie des familles. On pense même à augmenter le tarif des cantines. Alors les 20% de taxe d'habitation, c'est soi-disant pour contrer le BNB. Mais le BNB, il fallait l'anticiper. Quand vous faites une ville touristique, au détriment de l'économique, que vous ne faites que des réfections de trottoirs et que vous ne faites que vanter le bien vivre à 7, forcément que vous avez des investisseurs. Et de toute façon, s'il n'y avait pas ces investisseurs, les logements seraient vacants. Donc, créer des logements qui correspondent aux besoins des familles, créer les conditions économiques pour lesquelles les familles peuvent vivre dans 7, et à ce moment-là, vous n'aurez pas à gérer une augmentation des taxes d'habitation annoncée de 20% aujourd'hui. On sait que ça va finir au maximum du taux, puisqu'à 7, on travaille toujours au maximum du taux, à 60%. Donc, quand je vois un tel budget, je me dis Antoine de Rinaldo, paix à son âme, doit se retourner dans sa tombe. Les frais de personnel. Augmentation de 400 000 € des frais de personnel sur l'année. On nous explique que c'est dû au Covid. Alors j'entends bien qu'on a recruté des ambassadeurs sanitaires sur la ville, qu'on a donné des primes exceptionnelles Covid à certains agents administratifs, et j'ai voté pour ces mesures-là, donc je ne les conteste pas. Mais d'un côté, on transfère le personnel à l'agglomération de manière massive. De notre côté, on délègue tout au privé. Comment se fait-il qu'on augmente de 400 000 € le budget du personnel? Ça veut dire qu'alors, on l'a augmenté de bien plus. Et en fait, si on réfléchit un peu, il y a des heures qui n'ont pas été faites cette année par le personnel. Les événements, la Saint-Louis, la Saint-Pierre, Escale à 7, et bien d'autres ont été annulés du fait de la crise sanitaire. Donc, les personnes qui percevaient des heures supplémentaires ne les ont pas eues. Ces coûts-là ne sont pas générés par l'administration. Donc, on nous cache encore quelque chose. Parmi les choses, ensuite, où on nous dit on va augmenter les impôts, on a toujours un budget de la culture qui est à 6 millions d'euros, qui tire la part du lion. Je ne conteste pas le fait que 7 doit avoir une place culturelle et doit être une place culturelle forte. Mais on y ajoute encore 1,2 million d'euros pour l'anniversaire de l'année française. Ne pouvons-nous pas faire, avec ces 6 millions, des économies pour financer l'année française qui est nécessaire? Et puis surtout, on peut s'interroger sur une chose. Quelle est la compétence de Jean-Claude Dugrip pour présider à cet événement, avoir un énième contrat alors qu'il était directeur de cabinet, et que ce dernier doit de l'argent à la collectivité pour des trop perçus qu'il a eu dans ses indemnités de directeur de cabinet? Là aussi, il faut quand même se poser sincèrement la question. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on prend un peu les histoires des comptes. Donc, grosso modo, on déshabille la mairie, on déshabille les citoyens. Vous savez, quand on parle de ticket de cantine, c'est affecté par rapport à un ticket modérateur. Quand j'étais développeur du guichet unique, élu en charge du guichet unique, j'avais fait faire une étude pour voir qui payait, comment on pouvait alléger le paiement et le rendre plus harmonieux et plus égalitaire. Se pose un problème à cette époque-là, on parle de 2010, 70% de l'impôt était payé par 30% des citoyens. Donc on fait reposer toujours le même somme sur les mêmes personnes, qui quittent 7 parce qu'elles ne trouvent pas à se loger comme elles le voudraient, qui quittent 7 parce que la fiscalité est trop importante et parce que la qualité des services type école, etc., n'est pas satisfaisante. Et en plus, on travaille souvent à Montpellier, et que donc 7 est devenue une cité médiévale inaccessible de avril à octobre.
Donc les trajets ont augmenté en moyenne de 35-40 minutes par jour. On met des ralentisseurs, on met des gros buts dans les rues, il n'y a rien qui fonctionne normalement, mais on continue. Et je demande donc une étude fiscale pour savoir où on en est de ça. Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à, grosso modo, financer un budget de ville dans une origine 70-30. Le déséquilibre est trop important. Malgré ces dépenses, on a aussi un personnel de mairie que je tiens à saluer, à remercier de leur engagement durant la crise du Covid et leur engagement actuel, mais qui est en souffrance. Au service technique, aujourd'hui, je discutais avec des personnes qui me disaient « avec le départ à la retraite, on ne sait plus comment on va faire ». Jardin et paysage, c'est pareil. On entend dire qu'on va encore privatiser ce service, qui était déjà, de toute façon, sous-traité pour 50% de son activité au privé. Je discutais aussi avec une agent des services administratifs qui me disait « moi, j'ai pas eu de congé cet été, et là, on me demande de travailler le 31 décembre jusqu'à 16h, parce qu'il n'y a plus personne dans mon service, les arrêts maladie, les arrêts maternité, etc. » Ils ne s'en sortent pas. Donc, quand est-ce qu'on va avoir aussi une véritable politique qui prend en compte ce personnel? Mais, excusez-moi, mais j'ai toujours l'impression de voir des élus qui, lorsqu'on soulève les choses, sont dans une vouloir dramatiser tout parce que c'est le jeu de l'opposition. C'est faux. On prend juste en compte ce que les gens nous disent et nous confient. Au niveau de l'urbanisation de cet aussi grand sujet qui a fait couler de l'encre et qui continue à faire couler de l'encre, les Sétoises et les Sétois me disent « qu'est-ce que c'est tous ces projets qui sortent aujourd'hui ?» C'était les projets cachés avant le mandat où le maire avait dit « sortez les permis de construire plus tard ». Aujourd'hui, nous y sommes. Nous sommes dans un boulevard de Verdun qui est saturé, saturé en hauteur, saturé en trafic, où les trottoirs sont défoncés par les promoteurs et refaits à minima, sans aucune perspective, sans aucune ambition. Cette ville apaisée, puisque c'était le slogan de François Comène, est devenue cette ville bétonnée. Parce qu'encore une fois, les permis de construire ne sont pas analysés avec pragmatisme. Les quartiers ne sont pas pensés avec de la prospective, on construit au coup par coup, parce qu'il faut faire rentrer de l'impôt par la suite, mais pour des logements vides, puisqu'on a perdu 1000 habitants. La seule ville de l'Hérault à avoir perdu des habitants, c'est 7. Hier soir, j'ai vu les débats sur la ZAC entrée-est, donc la route de Montpellier. Et là encore, on nous propose et on nous présente le monde de oui-oui. J'entends Mme Gisardin nous dire vous n'êtes que là pour approuver la déclaration d'utilité publique pour pouvoir expulser les propriétaires de la ZAC. À l'époque, la ZAC, il avait été dit que les propriétaires feraient de la négociation au coup par coup. Je demande donc à ce qu'on respecte cet engagement. Et puis surtout, pour parler de cette ZAC Est, où on nous dit que c'est nécessaire, je ne conteste pas le fait qu'on fasse une ZAC Est sur des friches industrielles. Mais comment et pourquoi? Et surtout avec quel passé? Je dis souvent qu'à ignorer son passé, on se condamne à le revivre. Alors je vais vous prendre l'exemple de la ZAC Entrée-Ouest, la ZAC des salaires. La ZAC des salaires a commencé en 2002. Elle n'est toujours pas achevée. La ZAC des salaires est tellement déficitaire qu'il a fallu mettre la carrière des Ramassis, les immeubles Marché du Soleil, dans le bilan comptable pour pouvoir compenser les choses et surtout pour que la SAELIT puisse demander 1 million d'euros de plus d'avance. Les poteaux électriques ont été posés il y a 10 ans ou 5 ans, on les change aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas adaptés. On prend l'argent des Sétois, on le met à la poubelle et on le jette. On nous explique qu'aujourd'hui, il va y avoir des stationnements à Réminute. Je les avais demandés en 2014, ces stationnements à Réminute. Mais à l'époque, il y avait des commerçants. Aujourd'hui, il en reste 2. 2 commerçants. Et je vais quand même vous lire les promesses de la ZAC des salaires qui étaient faites au départ, projet sur lequel moi j'avais voté et sur lequel Madame Devino avait démissionné à l'époque du conseil municipal. Elle disait on ne peut pas laisser faire ça. Et elle avait raison, puisque moi je m'étais laissé avoir par rapport aux promesses. Donc, je vous lis et je cite la plaquette officielle. Pour la réalisation de son nouveau quartier, la ville de Sète a demandé à l'aménageur SAELIT, le même qu'à la future entrée, de créer du bien vivre, s'intégrant en respectant un site lacustre,
chargé d'histoire. Je n'ai pas encore vu des immeubles noirs et verts dans cette. Qualité et mixité sont ici donnés comme exemple d'une conception contemporaine de la ville à dimension humaine. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humains dans les rues. Il s'agit d'un espace vivant, permettant à chacun de jouir d'un lieu d'habitation dans un cadre exceptionnel, mais aussi de lieu d'échange et de convivialité pour les zones commerçantes et d'activités associées à la vie quotidienne de commerce. Les essences naturelles, la trame verte entre les immeubles, les perspectives visuelles depuis la place centrale vers le canal des Allemands et les zones lagunaires, les cheminements doux, les zones de détente et les accès par passerelles piétonnes font de cette ZAC un véritable quartier qui s'intègre de façon naturelle à la ville et participe de son essor. Effectivement, les verrues s'intègrent de manière naturelle à la peau. Mais d'habitude, on les arrache parce qu'elles ne sont pas belles. C'est le cas de la ZAC Est, et nous devons la subir pendant 150 ou 200 ans. M. Denachac traitait Mme Gauthier de stalinienne hier, c'est pas mal de la part d'un marxiste. Moi, j'avais dit que c'était déjà une architecture stalinienne de sa plus belle œuvre. Nous y sommes. Hier aussi, sur cette ZAC Est, les élus de la majorité avaient l'air de découvrir qu'il y avait une tour de 49 étages, 49 mètres, pardon, qui allait y être construite. Permettez-moi de rire. Pendant la campagne, on l'avait dit, elle est large. C'est page 97 du rapport. Il ne faudra plus pleurer maintenant. Mais par contre, messieurs, dames les élus, relisez vos documents. Parce que là, c'est plus une verrue qu'on met à l'entrée de la ville, mais un phallus. Cette ZAC Est, en plus, est très mal partie. Il y a un permis de démolir sur un immeuble qui est à l'impasse de la verrerie. Ce permis de démolir a été accepté en février. On a expulsé une famille qui a été mise à la rue, que j'ai rencontrée, qui est allée dormir sur le parking de Bricorama, en leur disant on va vite démolir. Mais surtout, votre logement est insalubre. Ce qui est assez rigolo, c'est que leur logement insalubre était un logement de relogement par rapport à leur ancienne habitation qui leur a été fourni par la SA Élite. Donc la SA Élite donne des logements insalubres aux habitants. Mais surtout qu'elle s'est targuée dans son jugement d'expulsion d'un permis de démolir attribué en novembre, affiché en novembre, alors même que ce permis de démolir a été attribué en février. Ça s'appelle du faux et usage de faux, il me semble. La justice pourrait mieux le dire que moi. Monsieur Lacour, que j'ai rencontré, qui est propriétaire d'un terrain, lui s'est vu mettre un poteau électrique en plein milieu de son entrée, supprimer l'accès bateau de son terrain en lui disant mais de toute façon votre terrain il va vous être saisi, donc vous n'avez plus rien à faire là. Sauf que si ce monsieur aujourd'hui demande à changer les poteaux électriques de place, il obtiendra gain de droit. Et là, qu'est-ce qui se passera? C'est encore le contribuable qui est paiera. Décidément, on a un problème avec l'électricité. Enfin, ce quartier, à quelle demande il correspond? À aucune. Vous êtes dans une ville qui perd 1000 habitants, qui a des logements vacants, et on vous explique qu'on va construire 1200 logements dans un premier temps. On vous explique qu'on va faire 25% de logements sociaux, alors que le PLH de l'agglo prévoit 40% de logements sociaux. Là aussi, on part sur un mensonge. Et ces mêmes élus légers, lorsque l'opposition les questionne hier soir, sont des compteurs de temps. C'est un peu la minute de M. Cyclopède. Maintenant, l'opposition a 6 minutes pour s'exprimer. Et donc, au lieu de répondre à la question, Madame Gauthier dit il vous reste 30 secondes, il vous reste 15 secondes. J'ai envie de vous dire, toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre, donc il vaut mieux compacter le temps. Mais en tout cas, quel bel exemple de démocratie et quel exemple donné aux citoyens et aux jeunes générations. La même SA Élite fait les travaux des parkings. Parking du canal, on dirait un tombeau, il fait noir dedans, on ne comprend pas. On est à plus de 200 travaux. Parking des Halles, qui devait être réalisé en 3 mois, vous pouvez voir l'affiche, on est à plus de 2 ans aussi. Parking Stalingrad, on nous promet une livraison jointe de la place, puis plus tard du parking. J'avais bien noté la date de livraison initiale et nous vous inviterons à l'inauguration, nous ferons un banquet, nous verrons bien dans quelles conditions nous le ferons. Et enfin, que dire de la gestion des HLM, où vous avez 3 chantiers qui sont arrêtés, sur lesquels j'ai questionné le président, pour des entreprises qui ont fait faillite entre-temps, qui ne sont toujours pas relancées. Vous pouvez me dire, ça peut arriver à tout le monde, et il ne faut pas jeter la pierre.
bien évidemment. Mais par contre, là où je jette la pierre, c'est que nous avons un rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l'office HLM, qui interdit à la commission d'attribution de se réunir tant que des dispositions nouvelles ne seront pas prises. Comment expliquer alors que la commission d'attribution se réunisse 3 ou 4 jours avant les élections municipales, le premier tour, attribue des logements sociaux dans des immeubles qui ne sont pas terminés? Clientélisme. Ou bien promesse en l'air. Mais en tout cas, ceux qui ne les remercient pas, ce sont les jeunes qui attendent ces logements. Parce que ces gens-là, eux, ont donné leur préavis. Et j'ai dû intervenir pour qu'on essaie de les reloger parce qu'ils attendent toujours le logement. Il y avait d'autres personnes qui étaient en procédure d'expulsion. Elles attendent toujours ce logement. C'est une bien belle preuve de responsabilité après 18 ans d'exercice. Alors, puisqu'on parle de HLM, évidemment, on parle de social. Et j'ai envie de vous dire, là aussi, avec pragmatisme, malheureusement, quelle politique sociale est faite sur la ville? Quel lien intergénérationnel a été créé durant la crise du Covid avec toutes les personnes isolées que nous avons pu avoir? Une ligne téléphonique, SOS, personne âgée en détresse, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'il faut se contenter d'attendre que quelqu'un appelle au secours? Ne pourrions-nous pas faire bien mieux? Ne pouvons-nous pas aussi accompagner les jeunes vers l'emploi? Parce qu'il ne se passe rien pour eux. Avoir une meilleure cohésion territoriale entre les quartiers. C'est aujourd'hui qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que sinon, l'île de Thau deviendra une zone complète de non-droit. Et d'autres quartiers sont déjà en train de dégénérer de la même manière. Alors, comme il ne faut pas toujours être négatif, je vais aussi souligner quelques points positifs. Le CSU, Centre de supervision urbaine, là où vous pouvez surveiller la ville avec les caméras, va être lancé. C'était une de mes propositions lors des élections. Je souligne qu'elle a été reprise, très bien. Mais par contre, il va y avoir le nouveau commissariat de police municipale aussi, et il y a un problème. On est mis au fond de la route de Montpellier. Comment voulez-vous que la police puisse intervenir quand elle est d'un bout à l'autre de la ville? Lorsque vous, citoyens, il vous faut 25 minutes pour aller à la corniche, imaginez bien que pour un policier municipal, c'est 15 minutes aussi. Donc, elle est mal située. C'est pour ça aussi qu'il faut mettre des commissariats de police secondaires, comme à l'île de Thau. Les policiers nationaux qui se plaignent d'un manque de moyens patents, qui ont des locaux dans un état désastreux, auraient pu être logés aussi avec la police municipale, ce qui aurait fait une meilleure passerelle entre les services, entre les polices, et qui aurait donné de meilleures conditions de travail à tous. Il y a aussi la volonté d'aller vers une Smart City. Alors la Smart City, c'est quelque chose que j'avais lancé lorsque j'étais délégué au stationnement, qui inclut dans le plan de partenariat public-privé pour l'électricité. C'est très bien de vouloir gérer les flux, de vouloir les orienter et d'avancer vers la ville 2.0. Mais là aussi, on a presque 20 ans de retard. Et il ne faut pas que ce soit une Smart City au rabais, que ce soit, on inclut dans la Smart City les bornes pour rentrer dans les rues piétonnes. Excusez-moi, ce n'est pas une Smart City, ou alors Fresh était encore un précurseur qui, en 1970, l'a mis sur la Comédie lorsqu'il a voulu la piétoniser. Non, la Smart City, c'est la ville intelligente. Mais encore faut-il que pour avoir une ville intelligente, nous ayons des élus qui réfléchissent. Je salue aussi l'aide de l'agglomération aux commerçants, que j'ai voté en tant que conseiller communautaire. Mais cette aide de l'agglomération, elle aurait pu être plus pertinente en accompagnant mieux les commerçants sur le montage des dossiers et en exonérant des terrasses et du domaine public tous les commerçants durant toute la période, c'est aussi cet été aussi, comme je le proposais, ce qui leur permettait de faire de la trésorerie, puisqu'on savait qu'inexorablement, il y aurait une deuxième vague. Là aussi, manque de pragmatisme, manque de vision, manque d'anticipation, mais toujours cette volonté de séduction. Pour conclure, je vous dirais que finalement, je comprends mieux pourquoi on voit fleurir des pistes cyclables à contresens dans la ville. En fait, François Comel est en roue libre. Il est aussi à contresens de l'histoire. En roue libre sur la gestion financière. En roue libre sur le bétonnage. En roue libre sur la sécurité. C'est malheureux, mais il a été élu. Il faudra donc le subir pendant 6 ans. La période est dure, très dure. Il faut bien que la majorité municipale se le dise. Je l'invite à se reprendre et à agir plutôt que
à toiser les oppositions dans ces comportements un petit peu, on va dire, royalistes qu'on pouvait connaître dans la cour de Versailles. Je sais bien que les lieux du conseil municipal en ce moment sont sous les ordres de la République, mais tout de même, nous ne sommes pas à Versailles, nous sommes à Sète. Et à réfléchir, à agir, plutôt qu'à parader, à parodier, à blablater. Quant à moi, je vous parlais d'un François Comène en roue libre, mais lui-même le disait, il dit que j'étais un travailleur, mais je n'ai pas changé. Donc je reste le nez dans le guidon et je continuerai à veiller, à souligner les défaillances et à défendre la voix des personnes avec pragmatisme. Pour tous ceux et toutes celles qui nous auront honorés de leur vote, et les autres aussi qui ont choisi un autre candidat, c'est la démocratie et ils ont tout mon respect et j'agis aussi pour eux, en espérant qu'ils comprendront que notre cause est juste et que loin des tableaux qu'on a pu dépeindre de nous, nous sommes juste pragmatiques et réalistes. Et enfin, je souhaite conclure en vous souhaitant à toutes et à tous, malgré les conditions si particulières, de passer de bonnes fêtes en respectant les gestes barrières. Merci beaucoup, à très bientôt.